évident de parler de ce genre de choses. Bien sûr. Mais alors, j'ai posé une question. Je voulais savoir si on pouvait fusionner deux compulsions. Parce que je suce mon pouce depuis toujours, comme je vous l'ai dit. Et en même temps, j'ai un problème de misophonie. J'ai une haine des sons. Et moi, j'arrache pas mes cheveux. Je les bloque dans mes oreilles pour que ça fasse une sorte de bouchon. Je ne sais pas si vous me comprenez. Euh, Mhm. et donc, pour moi, c'est une fusion de deux compulsions, parce que je cherche également donc, la plénitude, j'essaye de me relaxer par ce biais, mais également à protéger mes oreilles du son. Et là, c'est plus du domaine de la haine des sons, la misophonie. Voilà. D'accord. Oui, Mhm. souvent dans les compulsions, il y a plein de... les personnes peuvent arriver même avec des compulsions bien plus nombreuses. Là, vous en citez deux. La première chose qui est à vérifier, c'est de distinguer les compulsions et aussi les évitements, s'il y a des évitements quand c'est plus lié à la peur, qui sont présents pour en distinguer, on va dire, leur, euh, leur logique. Par exemple, là, si vous lisez le livre de Giorgio Nardone, les travaux de Nardone sur les troubles obsessionnels compulsifs montrent qu'il y a trois types de rituels, en tout cas sur ceux qui sont basés sur la peur. Il y a des rituels préventifs qui nous amènent à mettre en place des choses, par exemple des rituels de contrôle, hein, typiquement parce qu'on a un doute sur le fait d'avoir bien éteint le gaz, par exemple. Et donc, on va sur le fait d'avoir bien fermé ou bien nettoyé, vous voyez. Donc, on va avoir des rituels de contrôle, en fait, et de surcontrôle, de recontrôle, comme dit Nardone. Donc ça, c'est plutôt, on va dire, préventif. Ensuite, il y a des rituels qui sont peut-être au départ préventifs et qui peuvent devenir propitiatoires. Alors, un rituel propitiatoire, c'est peut-être pour l'illustrer, j'adore cet exemple qui est une anecdote qui est relatée par Paul Václavic, notamment dans son livre, dans plusieurs de ses livres, qui s'appelle La poudre aux éléphants. Alors, la poudre aux éléphants, il raconte dans son livre Faites vous-même votre propre malheur l'anecdote d'un vieux monsieur qui, dans le train entre Vannes et Angers, ouvrait la fenêtre toutes les 10 minutes pour jeter un petit peu de poudre mystérieuse qu'il tirait de sa tabatière, qui était une jolie tabatière en ivoire. Et puis, évidemment, les gens dans le compartiment se disaient, mais qu'est-ce que ce vieux monsieur fait toutes ces 10 minutes? Et donc, il y a un voyageur curieux qui est intrigué par le manège, qui finit par demander, mais qu'est-ce que c'est que cette poudre, en fait? Et puis, le vieux monsieur dit, cette poudre, monsieur, c'est une poudre anti-éléphant. Hein, c'est moi qui l'ai fabriquée, hein, contre les éléphants. Alors, l'autre voyageur lui dit, mais enfin, il n'y a pas d'éléphant entre Vannes et Angers. Et alors, du coup, le vieillard lui rétorque immédiatement, c'est que ma poudre est efficace. Donc, voilà ce qu'est un rituel propitiatoire. C'est on pense qu'en faisant telle chose, alors il ne se passera pas telle autre. Hein, et donc, c'est particulièrement efficace, mais du coup, en évitant une situation, une difficulté que l'on redoute, hein, d'une certaine manière, on risque de perpétuer la situation ou la difficulté que l'on redoute. Hein, parce que on ne peut pas se corriger, hein, c'est que l'action qu'on met en œuvre, de mettre de la poudre anti-éléphant, devient de plus en plus rigide. Mais c'est aussi ça qui participe au fait qu'on mette de la distance avec la peur. Hein. Teresa disait bien tout à l'heure, finalement, on arrive grâce au rituel à se couper
de la sensation de peur. Mais en même temps qu'on fait ce rituel, finalement, qui a pour effet de se sentir en sécurité, en même temps, c'est un effet paradoxal, puisque le fait même de faire le rituel vient signifier qu'on n'est pas en sécurité. Donc là, par exemple, dans ce genre de rituel propitiatoire, ça va être très important effectivement d'amener la personne à le faire un petit peu moins, parce que peut-être qu'effectivement, il y avait des éléphants, mais peut-être que les éléphants, du coup, ont appris à ne pas venir et que, du coup, c'est peut-être pas utile, par exemple, de mettre à ce point-là une fréquence dans la compulsion aussi soutenue. Et donc, on va faire en sorte d'utiliser des contre-rituels pour diminuer la fréquence et voir qu'en fait, il ne se passe pas quelque chose de hyper dangereux. Et enfin, le troisième type on va dire, de rituels, c'est plutôt des rituels réparateurs. J'ai un doute sur le fait, par exemple, d'avoir été contaminée et du coup, je vais me nettoyer parce que grâce à ce nettoyage, je vais retirer le risque. Donc là, c'est très important de pouvoir observer la nature de ces différents rituels et puis d'observer s'il y a en plus des stratégies d'évitement, parce qu'au fur et à mesure d'une stratégie, on va dire, de thérapeutique, il conviendra à la fois de modifier la perception sur le danger, de modifier et de faire en sorte qu'on ne soit absolument plus esclave de ces rituels qui participent à construire une réalité où on doit tout le temps se protéger d'une certaine façon, même si on se retrouve dans une, comment dirais-je, on a le sentiment, en fait, on a la sensation, en fait, que d'une certaine façon, on est à l'abri, parce que c'est bien ça qu'est l'effet du rituel. Mais en même temps, c'est complètement paradoxal, puisqu'on a besoin de ce rituel pour obtenir ce sentiment de sécurité, et c'est la raison pour laquelle on augmente et on augmente et on augmente les dosages, et on augmente en plus souvent le nombre de rituels. Donc, c'est pour ça qu'ils peuvent avoir plusieurs formes. Et c'est aussi pour ça que ce besoin de réassurance peut aussi impliquer l'entourage qui peut être sollicité, pas toujours, mais qui peut être sollicité. Et il est aussi important de tenir compte de ce que fait l'entourage, parce que si l'entourage participe, on va dire, aux stratégies de réassurance qui sont là, participe au rituel, évidemment, ça rend encore plus rigide la situation et la symptomatique qui est observée. Donc là, ce serait par exemple très important si on a l'entourage qui est impliqué, d'impliquer l'entourage dans le processus thérapeutique pour que l'aide apportée soit elle-même aversive et soit aversive à la fois du point de vue de celui qui est sollicité et qui, évidemment, avec les meilleures intentions, peut produire un effet, ne peut pas s'empêcher de participer au rituel, mais il faut qu'en plus, celui qui met en place le rituel sente que l'aide qu'il reçoit est dangereuse pour lui. Parce que si ça n'est pas traité ensemble, alors la personne qui est compulsive va s'engager dans un bras de fer avec le parent ou le conjoint qui ne voudrait plus aider autant. Et donc, ce serait contre-productif parce que la résistance au changement d'une personne qui a des TOC est extrêmement importante, puisqu'on voit bien qu'il y a à la fois une croyance très forte, évidemment un contrôle extrêmement puissant qui est un véritable remède, et puis en même temps des logiques d'évitement qui sont présentes. Merci beaucoup, c'est très intéressant. Pardon. Ça vous a parlé, Axel? Ah oui. Il y a un petit magasin avec de la poudre d'éléphant qui, je crois, n'est pas très loin de chez vous.